Rebonjour tout le monde, il me reste quelques mots à sortir avant d'avoir une extinction de voix complète et d'avoir tourné 4 heures de vidéos de bilan. Je vais donc en profiter pour faire cette dernière partie des vidéos de la nouvelle année, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à suivre d'intéressant cette année a priori. Évidemment, encore une fois, déjà c'est pas les dates de sortie forcément officielles au-delà de 6 mois après cette vidéo, parce que ça peut encore changer. Il y a des films d'ailleurs qui sortent cette année qui étaient déjà sortis l'année dernière, mais c'est aussi uniquement les films qui m'ont attiré l'œil moi quand j'ai regardé une liste des films qui allaient sortir. J'ai pas forcément regardé en détail tous les réalisateurs qui sortaient tel ou tel film, mais c'est de ce que j'ai vu ce qui semble le plus intéressant à suivre dans cette année. Soit parce que ça a l'air bien, soit parce que ça a l'air nul dans certains cas. Mais voilà, on va donc rentrer dans le vif du sujet. On va commencer, alors j'espère que la vidéo sera déjà sortie quand on sera à la fin du mois de janvier. Mais à la fin du mois de janvier, donc, sortira donc le 30 janvier. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? La suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est la question que tout le monde se pose en voyant l'affiche. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu pour mériter une suite de ce film-là, qui était quand même pas terrible, même s'il a marché, il était vraiment pas ouf. Mais bon, il se trouve qu'on a une suite. On a une deuxième suite qui sort ce même jour, c'est Minuscule 2, également un film français qui bénéficie d'une suite, mais là une suite que les gens attendaient un peu plus parce que la série Minuscule à la télé et les films Minuscules ont été très très bien. Le film Minuscule était très très bien. Si Beale Street pouvait parler, réalisation de Barry Jenkins qui avait reçu l'Oscar pour son film Moonlight et qui revient cette fois-ci sur l'histoire d'un homme noir qui est accusé à tort d'avoir tué ou violé une femme, je crois, l'un des deux. Et on suit en fait le combat de sa femme qui essaye de le récupérer de cette injustice pendant des années et des années. Le 6 février sortira le film Nicky Larson, adapté par Philippe Lachaud, qui a l'air d'en énerver beaucoup d'entre vous, qui vous fait bouillir le sang dans les veines directement en voyant les images, et je vous avoue que personnellement, alors déjà je m'en fous, parce que Nicky Larson, c'est jamais une série que j'ai vraiment regardée. Je me souviens, enfin c'était très con pour moi, et c'était pas le genre, j'étais pas forcément très attiré par les mecs pervers qui regardaient des magazines avec des filles, etc. De toute façon j'avais regardé Sailor Moon avant, donc même si ça m'intéressait, c'était déjà rempli. Je me souviens des doublages ridicules qu'il y avait dans le truc, je me souviens d'un moment où il tire sur quelqu'un, et il y a le criminel qui fait « Ah, Monsieur Larson !» ou un truc dans ce genre-là, on se moque, tu vois. C'était aussi les doublages historiques de AB Productions dans les années 80. Mais alors, je regarde ça aussi avec un certain intérêt, parce que je trouve que le film a de la gueule, et je trouve que, pour ce que je connais de la série, ça se retrouve dans le film. Je comprends pas le côté légal du truc. Je comprends pas comment est-ce que la France peut décider d'adapter elle-même son film live action à partir d'une licence qui appartient à la base au Japon. Mais du coup, c'est un peu ce que fait les États-Unis à la base, mais que ce soit fait pour un film français, je comprends pas trop comment ça fonctionne. Et honnêtement, quand je vois les images du film, ça a l'air d'avoir de la gueule. Plutôt, les plans sur la ville et le fait que ce soit une ville numérique et tout, enfin c'est plutôt pas mal. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments de la série qui sont très bien repris. Je trouve que ça marche, je trouve que c'est fun et je trouve que ça a l'air marrant. J'ai l'impression que c'est un mec qui adorait Nicky Larson en étant gamin, qui a voulu faire un film et qui va faire un film qui est assez proche du truc. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que ça a l'air plutôt pas mal. Le 13 février, un des films qui devait sortir l'année dernière et qui a finalement été décalé à cette année, Alita Battle Angel, réalisé par Robert Rodriguez, produit par James Cameron, l'adaptation... Alors, je sais enfin comment ça se prononce. Pendant des années, j'ai dit Gun. Apparemment, le son Gun, ça n'existerait pas chez eux, donc ils font Gan et Mu et pour le NM. Donc ça se prononce Ganmu et le titre international c'est Alita Battle Angel. J'aimerais bien voir ce que va donner ce film parce qu'il colle en plus parfaitement pour l'instant au scénario des OAV que j'avais vu pour le coup. Le même jour sortira Happy Birthday 2. Je sais pas comment, je crois que c'est Happy Death Day dans la version originale. Donc la suite de ce concept qui était vachement original d'une nana, donc une victime de slasher, qui revient constamment à la vie et qui, le jour où elle se fait assassiner, et qui doit trouver quel est son assassin pour sortir de cette boucle temporelle qui lui fait revivre tout le temps la même journée. Et en fait, ils ont décidé d'ajouter un petit truc pour cette suite, c'est que maintenant c'est plus la seule meuf qui va mourir, et si une seule personne en fait est victime du tueur à la fin de la journée, elle redémarre sa journée comme tout le monde. Et comme maintenant du coup elle sait quel est le principe, elle s'amuse beaucoup plus avec le principe apparemment, donc elle s'amuse à crever elle-même en faisant des sauts en parachute, sans parachute et des trucs dans ce genre-là. Ça a l'air assez rigolo et le concept était déjà bien à la base, donc ça peut donner une série sympa comme film. Enfin une série de films sympa. Le 20 février sortira la suite de la grande aventure Lego, donc la grande aventure Lego 2, qui n'est plus écrite et réalisée par Phil Lord et Chris Miller, ce qui se sent. Tu sens véritablement que là, ça va être la suite. Tu sens que le premier, ils avaient une idée, ils avaient un concept intéressant, et ils avaient un thème qui était révélé à la fin, le thème de mélanger l'univers créatif des Lego et l'univers réel, et de mélanger du coup le rapport entre les deux, celui qui suit le manuel et celui qui crée n'importe quoi avec les briquettes de Lego.
Maintenant, ils peuvent plus le faire, puisqu'ils l'ont fait avec le film d'avant. Donc maintenant, ça va juste être de l'histoire, ça va juste être la suite des événements. Et malheureusement, ça a l'air d'être ça. C'est une succession d'idées pour essayer de trouver quelque chose à raconter sur cette suite. Plus qu'une grande idée très bien traitée avec plein de sous-idées ensuite dans chaque scène. Là, c'est vraiment, tu sens que faut qu'on trouve un truc à raconter, alors il va se passer ça, puis il va se passer ça, puis on va rajouter ça parce que pour l'instant on a que 1 heure de film, et puis on va rajouter ça parce qu'on a que 1h30 de film, et puis etc., etc. Tu sens que c'est beaucoup moins inspiré, tu sens que c'est beaucoup moins un projet précis avec une intention, donc je pense que ça va être beaucoup moins intéressant. Le même jour sortira, grâce à Dieu, un nouveau film réalisé par François Ozon, qui est un des rares réalisateurs français qui fait du film français que j'aime beaucoup, notamment son 8 femmes par exemple, ou 5x2, des films dans ce genre-là. Il y a beaucoup de films de lui que j'aime beaucoup. Le temps qui reste, c'était un des films que j'avais beaucoup aimé qu'il avait réalisé. Il avait fait un film avec une nana qui est tombée amoureuse du jumeau de son mari il y a peu de temps. Et là, il vient donc avec Grâce à Dieu, qui est l'histoire d'un garçon qui s'est fait abuser par un prêtre quand il était jeune, et qui, adulte, revient dans son église, se rend compte que le prêtre est toujours là et qu'il est toujours en charge des enfants, et qui va donc mettre en place tout un truc pour essayer de faire en sorte que ça s'arrête. De la joie de vivre et de la bonne humeur, mais ça a l'air intéressant, et comme c'est François Ozon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ce même jour sortira alors un film que j'irai probablement pas voir parce que je comprends pas le délire. Il y a un des films là dans ma collection qui s'appelle L'Âge des Ténèbres, réalisé par Denis Arcand. Denis Arcand qui est un réalisateur québécois qui est particulièrement connu pour avoir réalisé Les Invasions barbares et Le Déclin de l'Empire américain. Pas dans cet ordre-là d'ailleurs, Le Déclin de l'Empire américain et Les Invasions barbares. Qui était un diptyque qui suivait une famille et un groupe d'amis à différents moments de leur vie. Et je crois que le premier film c'était un mariage ou un truc dans ce genre-là, et je crois que le deuxième film c'est la mort du père. Et ils se retrouvent tous à l'hôpital, et du coup, évidemment, il y a plein de confessions et trucs dans ce genre-là par rapport à la vie qu'ils viennent d'avoir, et donc qui rattrapent le temps entre les deux films. Et là sort, a priori, le 3e volet de ce diptyque pour en faire un triptyque, qui s'appelle La chute de l'Empire américain, et non pas le déclin de l'Empire américain comme il avait fait à l'époque. Sauf que l'histoire n'a rien à voir, en tout cas de ce que j'en ai vu, aucun des acteurs ne faisait partie du groupe du film précédent, et c'est une histoire de casse. C'est un mec qui se retrouve avec l'argent qui a été volé dans un casse de banque peu de temps avant, je crois que c'est ça le scénario. Je comprends pas vraiment le lien entre les deux, je comprends pas du coup si c'est vraiment une trilogie, si c'est vraiment un truc, je comprends pas. Donc voilà, ce film est là parce que je ne comprends pas. Le 6 mars sortira Captain Marvel, que vous n'avez pas besoin d'aller voir, puisque toutes les informations sur le personnage, ses origines et ses pouvoirs sont dans le trailer. Vous avez juste à attendre dans Avengers Endgame qu'elle débarque et qu'elle foute sa raclée à Thanos, parce que vraiment, aller voir le film avec tout ce qui est marqué dans les trailers, ça ne sert plus à rien. C'est vraiment le problème que j'ai avec ce truc. Le problème que j'ai également avec ce projet, c'est que tu sens vraiment qu'ils sont en train de courir à la traîne derrière Wonder Woman. Pour une fois, c'est Marvel qui est à la traîne et pas DC. Mais tu sens vraiment qu'ils essayent d'appuyer à fond le côté, c'est notre première héroïne, c'est notre première machin, le slogan c'est Make her a hero, donc en jouant avec le her qui devient avec un O en plus hero. Même si j'aime bien du coup cette astuce au niveau du mot, c'est un peu trop appuyé et je pense que ça va se foirer. Je comprends pas je comprends le délire au niveau de la timeline de le mettre dans les années 80-90, mais je suis pas sûr que ce soit très pertinent et très utile par rapport à l'histoire. Mais surtout, c'est ça le truc, c'est que ce sera une histoire lambda, et le problème c'est que tout ce qui est important dans l'origin story est déjà dans le trailer. Donc quand on ira voir le film, tout ce qu'on va voir c'est le déroulement de l'histoire et le méchant qu'elle va buter, parce qu'elle va forcément le buter puisqu'elle sera dans le film d'après, et ça n'a plus aucun intérêt, il n'y a plus rien à découvrir dans le film parce que tout est dans la bande-annonce. C'est se tirer une balle dans le pied quoi. Et je trouve que Brie Larson en Captain Marvel, elle fait pas très intéressante et pas très super-héroïne d'ailleurs. Le 13 mars, la semaine de mon anniversaire, sort un nouveau film de Xavier Dolan. Donc c'est cool, j'ai Xavier Dolan qui célèbre mon anniversaire avec un film, Ma vie avec John F. Donovan, qui devait en principe sortir déjà l'année dernière, qui a été décalé à cette année, je crois parce qu'il est en train de refaire le montage. Il fait tellement le montage qu'apparemment il a viré le rôle de Jessica Chastain qu'elle avait dans le film, et apparemment il l'a complètement viré, donc apparemment c'est super compliqué pour lui de sortir ce film. Donc je sais pas ce que ça va valoir, et je suis curieux, parce que c'est son premier film tourné en langue anglaise, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner Xavier Dolan en anglais. Si le film marche bien, ça lui permettra peut-être de faire des trucs en plus. J'adorerais voir Xavier Dolan réaliser un film de super-héros, justement Marvel, DC ou un truc dans ce genre-là, ça pourrait être super intéressant, et s'il peut se faire repérer du coup avec ce film-là pour faire ça, ça pourrait être pas mal. Un film Flash par exemple, Flash surtout joué par Ezra Miller, je trouve qu'il passerait super bien en homosexuel, parce que c'est Xavier Dolan, hein. S'il fait un super-héros il sera homosexuel, donc soit un Flash homosexuel pour DC, soit un Spider-Man homosexuel. Je sais qu'il y en a un qui existe dans une des timelines et des dimensions parallèles, je sais qu'il y a un des Spider-Man qui est homosexuel, donc ça pourrait être un film intéressant pour lui à voir. J'aimerais bien qu'il rentre dans le système du
cinéma mainstream un petit peu pour voir ce qu'il peut donner en sortant du cinéma d'auteur. Parce que, bien sûr, ça serait bien qu'il continue à faire des films d'auteur, mais maintenant on sait ce qu'il fait en film d'auteur. J'aimerais bien le voir se mettre un défi et rentrer dans un truc un peu différent. Le même jour sortira un film de Bertrand Blier. C'est pas un genre de réalisateur que je suis énormément ou dont je vous parle énormément, mais il a fait certains films que j'aime beaucoup, notamment Les Acteurs et Les Côtelettes, que je trouve absolument géniaux. Et il sort là un film qui s'appelle Convoi exceptionnel, qui m'intéresse, qui m'intrigue parce que le principe de cinéma est assez intéressant. C'est que ce sont deux personnages dans un film qui ont le script de leur vie complète entre les mains, le scénario de leur vie, et qui du coup, a priori, vont essayer de vivre leur vie malgré ou en accord avec ce scénario. J'ai aucune image du film à l'heure actuelle, mais l'idée me paraît plutôt intrigante et intéressante. Pas aussi intrigante et intéressante, cela dit, que le film qui va sortir le 20 mars, le nouveau film de Jordan Peele qui avait réalisé donc Get Out, et qui revient vers nous avec un nouveau film d'horreur qui s'appelle Us, qui a l'air génialissime, puisque le principe c'est une famille qui est opposée à elle-même. C'est toute une famille, père, mère, fille et fils, et ils se retrouvent face à 4 personnes qui viennent envahir leur maison et qui veulent les buter, mais en fait ces personnes c'est eux. Et comme le truc c'est que ces personnes c'est eux, ces personnes savent aussi tout ce qu'elles savent, où elles sont, qu'est-ce qu'elles font, etc. Ça a l'air génial, le trailer est un des meilleurs trailers que j'ai vu depuis des années, la musique est ouf, et ça a l'air vraiment intéressant en termes de jeu, de mise en scène et de film d'horreur, donc je suis extrêmement motivé pour la sortie de Us cette année. Le 27 mars, la chute artistique inexorable de Tim Burton continue avec sa nouvelle adaptation live-action d'un film Disney, Dumbo. Je vous rappelle, parce que quelqu'un me l'a demandé récemment, que j'ai fait un Pourquoi j'ai raison avec tort sur Tim Burton quasi au début de cette chaîne. Il est en 7 ou 8 parties ou un truc dans ce genre là, mais si vous le cherchez, il est presque au début de mes Pourquoi j'ai raison avec tort dans les playlists, où je suis revenu sur toute la filmographie de Tim Burton pour voir ce que j'en ai pensé si vous en avez envie. La même semaine, enfin le même jour, sort Boy Erased, qui me semble un peu plus intéressant et pertinent déjà, sur l'histoire d'un enfant qui revient d'un camp de réorientation, qui sont ces fameux camps qui récupèrent des jeunes homosexuels et qui essayent de les transformer en hétérosexuels, soi-disant de les retransformer en hétérosexuels, parce que tout le monde devrait être hétérosexuel, et si t'es homosexuel, c'est juste une déviance, et je pense que ça va être plutôt pertinent à regarder. Le 3 avril, la suite de la chute inexorable également de DC Comics, des films sérieux, intelligents et thématiques avec des choses à dire et une recherche artistique, aux films de pur divertissement comme ce que fait Marvel. Et comme ce qu'a été Aquaman qui a dépassé son milliard de recettes dans le monde entier, le premier film de DC Universe à faire ça, donc c'est définitivement enterré de faire des films de comics qui essayent de faire quelque chose de sérieux et de pertinent. Puisque l'histoire de Shazam est donc celle d'un gamin de 10-12 ans, un truc dans ce genre-là, qui se voit offert les pouvoirs de 5 ou 6 divinités, 6 a priori, puisque c'est chacune une lettre du nom, je crois, qui transmettent en fait leur pouvoir à un individu, et donc ce gamin, à chaque fois qu'il se transforme, devient adulte avec un costume de super-héros, mais il résonne toujours comme un gamin. Ça va donc être très intelligent et probablement axé sur les thèmes et sur des choses profondes. Donc voilà, ça me branche pas des masses, mais ça peut être fun. C'est très bien de faire des films fun, hein, mais c'est quand même con d'avoir milité pendant autant d'années pour dire que les comics c'était intéressant et de faire que des films divertissants et pas des films intéressants. La même semaine sort Captive State, un film étrange, j'ai pas trop compris quel était le principe, mais a priori l'idée c'est qu'il y a des extraterrestres qui nous gardent et qui nous empêchent de faire certaines choses, et on suit un groupe de résistants qui essayent de se libérer des extraterrestres. Et le 24 avril, donc 2-3 semaines après, on se retrouve avec la formule Marvel telle quelle, Avengers Endgame, qui va se finir avec la résurrection de tous les personnages qui sont morts dans le film d'avant, puisqu'il y a des films Spider-Man et Black Panther 2 qui sont prévus et tout le bordel, donc c'est évident qu'ils sont pas morts, débiles de Marvel, donc ce sera peut-être la façon de les faire revenir qui sera en question, mais la résolution elle est assez visible. La question c'est, est-ce qu'ils utilisent la pierre d'infinité du temps pour revenir dans le temps? Est-ce qu'ils utilisent des dimensions parallèles pour faire revenir les gens? Est-ce qu'ils essaient de tout... Enfin, il y a plein de façons... les dimensions parallèles seraient intéressantes en plus, parce que ça permettrait d'introduire les mutants. On pourrait faire une idée comme quoi, en fait, on va redémarrer le monde avec une dimension parallèle, et en redémarrant le monde, on fait une connerie, c'est que on met des mutants à l'intérieur du truc, alors qu'à la base, on voulait juste faire venir les super. Ça peut être un truc comme ça. Mais
Je suis pas très motivé pour le film, je sais pas trop ce que ça peut apporter. Maintenant, Infinity War me tentait pas du tout et c'était un des très bons films de l'année. Mais bon, je trouve d'ailleurs que le titre de Endgame c'est assez nul, fait très années 90 et mauvais film des années 90. Genre, la plupart des nanars des années 90 avaient ce titre-là, genre Highlander, Endgame, qui est sorti en 2000, cela dit, début 2000. Les bons gros nanars sont arrivés au début des années 2000. Highlander Endgame, donc par exemple, et il y a plusieurs trucs comme ça qui sont avec Endgame, et c'est jamais très bon signe. Mais bon, ça peut être intéressant. Le 1er mai, nous avons un film qui s'appelle Nous finirons ensemble, qui vous intéressera peut-être ou pas du tout selon votre génération, je pense, parce que c'est là que je vois la séparation. Ce film est réalisé par Guillaume Canet et la suite des Petits Mouchoirs. Un des films français qui énerve le plus les gens. C'est bizarre, des fois tu évoques comme ça un ou deux films français et il y a des gens qui le détestent. Le film a quand même fait 6 millions d'entrées quand même, quand il était en salle, donc il a quand même vachement bien marché, mais bizarrement je n'arrive à trouver personne qui apprécie ce film, à part des gens d'une certaine génération. Et je pense que c'est une question de génération, c'est les jeunes qui vont en vacances, et les jeunes adultes qui vont en vacances aujourd'hui ne font pas leurs vacances comme les faisaient les personnages des Petits Mouchoirs. Moi j'ai beaucoup aimé les Petits Mouchoirs et j'aime bien en général le thème du truc, et j'ai envie de voir cette suite, mais je crois qu'elle va se faire démolir parce qu'il y a toute une génération qui déteste ce film. Dites-moi si c'est un problème générationnel dans les commentaires, est-ce que vous êtes jeune ou vieux? Si vous aimez pas, le vieux, entre guillemets, adulte, mais si vous aimez pas le film, est-ce que vous êtes plutôt jeune ou est-ce que vous êtes plutôt adulte? Je pense que la plupart des gens qui aiment pas le film sont plutôt des jeunes, mais je peux me tromper. Le 8 mai, nous aurons La Drogue, le film, puisque le 8 mai sort Pokémon Détective Pikachu. Un film Pokémon qui se passe dans le monde réel et où Pikachu, avec la voix de Ryan Reynolds, c'est-à-dire la voix de Deadpool, essaye d'aider le personnage principal à résoudre la mort de son père, ou la disparition de son père en tout cas. Je sais pas combien de lignes ils se sont fait avant de trouver cette idée, mais alors ils ont dû s'en faire un paquet quand même. Je pense qu'on pouvait passer un train dans leurs narines à la fin tellement ils avaient... Mais c'est... Et alors le truc c'est que vraiment je hais cette licence parce que je l'ai vu débarquer dès le début. J'étais au collège quand Pokémon a démarré et quand Pokémon jaune et rouge sont arrivés au magasin de jeux vidéo qui était exactement à la sortie de mon lycée, de mon collège. J'avais un collège qui était génial, qui était placé juste à côté d'un magasin de jeux vidéo, et on était tous potes avec la gérante. Et quand je les ai vus tous arriver pour acheter les deux versions du même jeu, juste parce que dans les deux cartouches, il n'y avait pas les mêmes Pokémon aux mêmes endroits, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le pire truc commercial du monde, quoi. Vraiment, le truc qui est fait pour te faire dépenser tes thunes, et c'est tout. Et ils arrivent à en faire un phénomène culturel qui poursuit jusqu'en 2019 et on te fait un film hollywoodien qui s'appelle Pokémon Détective Pikachu. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, putain, génération de cons, bordel. Et je parle de ma génération parce que c'est les miens qui ont commencé. Putain, mais comment est-ce qu'on peut avoir fait marcher un truc aussi nul, bordel? C'est un vomi de capitalisme à chaque cartouche, quoi. Et je suis pas un anticapitaliste primaire pourtant, mais vraiment, il y a un moment, faut arrêter d'être débile, quoi. Enfin, c'est de l'esclavagisme de clients pour les faire continuer à rester dans une... Ah! Je déteste cette licence. C'est vraiment le truc le plus con du monde. Qu'est-ce que ça peut donner ce film, du coup, j'en sais rien, mais je trouve par contre le côté Ryan Reynolds en Pikachu, je sais que c'est une blague et qu'il l'utilise dans le film comme une blague, mais alors ça ne passe pas du tout, quoi. La petite créature toute jaune avec ses petits poils partout, là, toute mignonne, qui en principe fait Pikachu et qui d'un seul coup te parle avec la voix de Ryan Reynolds. Il y a... Encore une fois, combien de lignes ils se sont fait avant d'arriver à cette idée-là, quoi. Ils se sont peut-être fait des lignes avec Ryan Reynolds, c'est peut-être ça le truc, en fait. Ensuite, le 22 mai, nous avons la deuxième réadaptation d'un de ces films animés en live-action par Disney, qui sort cette année, avec le remake de Aladdin par Guy Ritchie, si je ne m'abuse. Donc le gars qui a fait les Sherlock Holmes, qui a fait Snatch, qui a fait Le Roi Arthur, qui est un de mes films préférés de l'année où il est sorti. Et qui là donc vient avec ce remake d'Aladdin, je sais pas ce que ça va valoir. Guy Ritchie sur un Disney, c'est comme si tu demandais à David Lynch de faire un film pour Disney. Il a fait un film pour Disney, cela dit, qui s'appelle Une histoire vraie, je crois, qui est l'histoire d'un mec qui fait un trajet en tracteur pour aller rejoindre son frère. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui colle pas à mon avis dans ce truc, mais on verra bien ce que ça va donner. Peut-être que ce sera super intéressant du coup. Cela dit, le même jour sort John Wick 3. Et je serai devant John Wick 3 bien plus que devant Aladdin, ça c'est sûr et certain. La fin de la trilogie de John Wick, qui m'a tellement plu avec les deux premiers films, j'ai très envie de voir la suite.
Ils viennent enfin de sortir la bande-annonce là avant que je fasse cette vidéo. Donc ça a l'air vraiment pas mal. J'aime bien le côté, les scènes en cheval, parce que c'est un peu le dernier véhicule possible à aborder pour John Wick, avant de passer vraiment genre au camion ou au truc vraiment trop énorme. Il avait la voiture dans le premier film, il a fait des trucs en moto dans le deuxième, et il y avait des passages en moto dans le deuxième. Là du coup c'est le cheval, le dernier véhicule qui reste pour essayer de faire quelque chose de créatif et original en cascade et en scène d'action. Je pense que ça va être plutôt cool et plutôt sympa et que ça va déchirer. J'aime bien aussi le fait qu'ils utilisent les chiens pour se battre aussi dans celui-là apparemment, et le personnage de Halle Berry qui va l'aider, qui sort de nulle part mais qui a l'air assez intéressant aussi. Et le même jour, il y a un film qui va sortir, je sais pas trop ce que ça peut valoir, mais ça a l'air intéressant, ça s'appelle Ad Astra, c'est avec Brad Pitt dans le rôle principal, et il joue le rôle d'un astronaute qui part dans l'espace pour aller à la recherche de son père, qui a été perdu lorsqu'il est parti dans une mission pour Neptune. Rien que le résumé a l'air assez surprenant pour que ça m'intéresse, donc du coup voilà, j'essaierai de jeter un œil à Ad Astra s'il y a moyen. Le 29 mai va sortir Rocketman, le biopic sur Elton John, que j'irai voir, non pas parce que j'aime Elton John, je ne connais rien de sa carrière, je connais quelques chansons qu'il a fait mais je connais rien de sa carrière, à part son look évidemment et un peu de sa vie privée. Mais ce sera intéressant de le voir parce qu'il est réalisé par un des mecs qui a été foutu sur Bohemian Rhapsody, avant ou après Bryan Singer, je sais plus. Et du coup ce sera intéressant de voir ce que lui fait avec un biopic musical sur un artiste par rapport à ce qu'était Bohemian Rhapsody, quoi, cette soupe. Le 5 juin, à nouveau, un film qui a été décalé de l'année dernière jusqu'à cette année. Non, pour vous, c'est de ce côté-là, de l'année dernière jusqu'à cette année. Le film, c'est le X-Men Dark Phoenix, sur donc la fameuse histoire du Dark Phoenix et de Phoenix qui sommeille en Jean Grey. Le problème, c'est qu'effectivement, ils vont enfin faire un film qui est entièrement dédié à ça. Le problème, c'est que la Jean Grey qui est dans cette version-là du film, on s'est pas du tout attaché à elle, on sait pas du tout qui elle est, on l'a pas vraiment vu vivre, on l'a vu vite fait dans le film d'avant, mais elle était pas du tout essentielle et pas forcément la plus intéressante ou la plus pertinente. Elle activait d'ailleurs Phoenix dans le film, mais c'était pas non plus le truc de ouf. Et du coup, voilà, je sais pas si ça peut vraiment être pertinent dans Dark Phoenix, mais connaissant un peu l'histoire de Dark Phoenix, je comprends qu'ils essayent à ce point de l'adapter et que c'est une histoire qui est chargée d'émotions et qui est vachement intéressante à la base. Il faut juste réussir à la présenter correctement et je sais pas s'ils vont être capables de le faire. On verra bien ce que ça va donner. Le même jour sortira Godzilla 2, Godzilla King of Monsters, je crois. Godzilla avec tous les monstres de tous les autres films de Kaiju qui ont été faits sur Godzilla, les Mothra, les machins dans ce genre-là, et King Kong a priori qui va débarquer. Tu peux pas faire plus gros que ça a priori. Donc faut voir ce que ça peut donner, ça peut être intéressant. Je suis pas non plus ultra ouf quoi, les films de Kaiju c'est pas non plus les films qui me fascinent le plus, et le King Kong par exemple était vachement bordélique au niveau de son style, de son histoire, de tout le reste, donc je sais pas ce que ça peut valoir et je suis pas forcément à fond dans le truc en train de me dire c'est cool, la saga va se finir, etc. Mais ça peut être intéressant et ce sera à voir. Le 12 juin sort le projet que personne n'attendait et qui au final a l'air plutôt cool, Men in Black International, donc le 4e volet de Men in Black, qui a l'air plutôt intéressant, qui a des idées plutôt sympas. Je sais pas à quel point c'est pertinent de sortir ce truc, surtout quand tu te rends compte que les personnages s'appellent H et M. H et M. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment un film qui a quelque chose à dire, ou est-ce que c'est justement juste un truc purement commercial pour faire une suite, pour vendre des produits, pour des machins genre là? Je sais pas. On verra bien, mais c'est vrai que pour l'instant le trailer est plutôt cool. L'héroïne a l'air assez classe, le Chris Hemsworth en agence a l'air plutôt cool à voir aussi. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et qui ont l'air assez intéressantes dans ce film, et Men in Black 3 était très cool par rapport aux deux qui étaient nuls. Men in Black 3 était très cool, donc du coup, peut-être que Men in Black International peut être sympa. Le 26 juin sortira à nouveau un des films qui exploite ce syndrome de Peter Pan total des fans de Disney, etc., et qui les empêche de devenir adultes et de s'éloigner de leur enfance et de devenir un peu plus sérieux. Toy Story 4. Je n'irai pas le voir puisque je n'ai pas vu les suites. Je crois que j'ai dû essayer de voir le deuxième, mais j'ai pas la nostalgie. C'est peut-être très bien traité dans le film, mais ça me parle pas en fait. J'ai pas la nostalgie de mes anciens jouets, j'ai pas la nostalgie de ce que je faisais quand j'étais gamin. J'ai pas de nostalgie quoi, je m'en fous du passé. Donc des films là-dessus, ça m'intéresse pas du tout. Et la même semaine va sortir un autre film qui a l'air d'intéresser pas mal de gens, mais qui moi m'intéresse pas trop. C'est un film qui s'appelle Brightburn. Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que le film en gros est basé sur une blague, plutôt une idée. Le concept c'est, et si Superman était vraiment méchant? Genre pas un mec avec manipulation mentale, Bizarro Spider-Man machin, Bizarro Superman pardon, je confonds toujours Spider et Super. Pas un Bizarro machin, vraiment s'il était arrivé et qu'il était pas bien dans sa tête, et qu'il avait mal grandi. Le truc c'est que ça marche dans une bande-annonce ou comme une petite idée comme ça. Après le film lui-même, enfin c'est évident ce qui va se passer dans le film, déjà ça va être un slasher, ça va être assez particulier, mais enfin...
je sais pas ce qu'il y a de si fun en fait, avoir un personnage qui est surpuissant et qui bute tout le monde. C'est le démon qui bute tout le monde, sauf que cette fois-ci, c'est pas un démon, c'est un personnage réel, et tu sais que tu peux rien faire, t'as pas une incantation, t'as pas un machin. À la fin, soit il butera tout le monde, soit il y aura un truc totalement stupide, mais je trouve pas ça très intéressant en fait. Je vois pas les possibilités véritablement en fait, en voyant une idée comme ça. Le 3 juillet, sortira le film qui annonce déjà que Avengers Infinity War et tout le reste ça servait à rien. C'était peut-être très divertissant et très surprenant sur le moment, mais en fait ça ne servira à rien dans l'histoire et ça servait à rien de le présenter depuis aussi longtemps parce que tout va redevenir normal et on va nous sortir Spider-Man Far From Home et non pas Homecoming. Puisque cette fois-ci, on a déjà supprimé tout ce qu'il y avait de Spider-Man jusque-là, on a supprimé le Spider-Sense dans le film Spider-Man, on a supprimé Tante May, on a supprimé Uncle Ben, on a supprimé la question des responsabilités parce que les potes de Peter Parker, il leur arrive rien de tout le film, il y a quand même un mec qui a une bombe alien dans son sac à dos qui explose dans son sac à dos pendant qu'ils sont enfermés dans un ascenseur et il n'arrive rien à personne, ils ont à peine une égratignure. Ça, c'est les conséquences par rapport à la vie privée de Spider-Man, par rapport à son combat de super-héros. Pas du tout. Et donc, on a déjà retiré tout ça, et ben maintenant, on va aussi retirer la ville. Vous savez, Friendly Neighborhood Spider-Man, et ben on va retirer le neighborhood. On n'est plus à New York, on est ailleurs, on est en Europe, on est machin. Donc ça va être à nouveau du teenage movie, cette fois-ci du teenage movie de voyage en vacances, parce que ça se faisait souvent. C'était pas un truc comme ça aussi avec American Pie, genre le premier American Pie se passait aux États-Unis, puis le deuxième c'était genre un voyage à l'étranger, et il se passait des trucs dans genre, enfin je sais plus. Il allait pas au stage de flûte avec sa copine, je sais plus, ça fait très longtemps que j'ai pas vu American Pie. Mais voilà, ça va être très basique, ça va être très tranquille. Ils ont à nouveau ajouté un personnage avec le personnage de Jake Gyllenhaal là, qui joue Mysterio, je sais plus trop quoi. Encore un personnage qui va se rajouter juste pour avoir un personnage dans le casting en plus, quoi, mais aucun intérêt. Donc voilà, je m'intéresse pas du tout. Le 17 juillet, à nouveau, une adaptation de live action d'un de ces films d'animation par Disney, Le Roi Lion. Et quand je fais live action, c'est parce qu'ils ont beau dire que le film a été tourné avec des caméras Alexa 65 mm numériques, donc IMAX 65 mm, aucune de ces images ne semble être une image réelle, tout a l'air entièrement retravaillé sur ordinateur, genre ils ont dû filmer les plans, ce qu'on appelle les mates, les backgrounds, les plans de fond en fait. Ils ont dû filmer le rocher avec une plaine devant pour pouvoir ensuite mettre le rocher spécifique du Roi Lion qui va jusque là comme ça et intégrer tous les animaux en images de synthèse ensuite. C'est un film d'animation, c'est pas un film live action. Et est-ce que ça va être intéressant ou pas? Non, d'après La Belle et la Bête, a priori, c'est pas intéressant de revoir exactement les mêmes films de Disney refaits en live action. Même si John Oliver joue un des personnages, je sais plus comment il s'appelle, l'oiseau là, l'oiseau ou le singe, je sais plus, un des deux. Enfin bref, il joue quelqu'un. Le 7 août, un nouveau film qui a été décalé de l'année dernière pour sortir cette année finalement, Les Nouveaux Mutants, New Mutants, qui est donc ce film d'angoisse, horreur, frisson, avec des personnages de mutants qui sont confrontés à des choses qui leur foutent les boules, qui les torturent, qui les gardent dans une maison, etc. Donc ça peut être vachement intéressant, c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas vu avec les super-héros jusque-là. Le 7 août également sortira l'adaptation en live-action du film Dora l'exploratrice, produit par Michael Bay. Ce qui veut pas dire qu'il y aura des explosions partout, hein, d'ailleurs, ça veut juste dire qu'il y aura des moyens qui seront mis dedans. Je sais pas du tout ce que va donner le film, je sais pas quelle gueule ça peut avoir, on verra bien. Et il y a également le film Playmobil qui va sortir, parce que Playmobil, ils ont vu que Lego arrivait à avoir des succès, ils se sont dit bah on va faire pareil. Et eux, du coup, ils débarquent, alors pas avec la métaphore des gens qui jouent avec leur Lego. Dans le film Playmobil, en fait, ce sont des gens qui sont téléportés et transformés en Playmobil, dans le monde des Playmobil. Des humains normaux qui vont dans le monde des Playmobil. Le slogan de Playmobil, c'est « En avant les histoires ». On verra bien ce que ça donne quand il passe en film, mais j'ai pas l'impression que l'histoire soit particulièrement captivante et particulièrement intéressante. On verra bien, cela dit. Le 14 août sort le nouveau film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Je n'ai aucune information sur le film, je sais absolument pas de quoi ça parle, je sais pas de quel est le sujet, je ne veux pas le savoir. Je découvrirai tout ça quand j'irai en salle, et j'ai à nouveau hâte de voir ce que va donner Tarantino avec son nouveau film. Le même jour sortira Artemis Fowl, un des rares films Disney qui semble être une adaptation faite pour une licence qui m'attire un petit peu. Ça a l'air d'être une espèce d'Harry Potter, mais avec un monde un petit peu différent, le gamin a l'air beaucoup plus jeune, et au niveau du grandiose et de l'univers, ça marche vachement bien. Disney est très très doué pour la fantasy. Leur science-fiction, je trouve que ça leur colle pas du tout, mais la fantasy, c'est un univers qui leur colle parfaitement, c'est aussi l'univers des contes de fées, et je pense qu'Artemis Fowl pourrait devenir une saga intéressante du cinéma à partir du moment où il va sortir.
Le 18 septembre, nous aurons la suite du film It, Ça, numéro 2, Ça, chapitre 2. Comme vous le savez, j'étais pas très fan du premier, je trouve qu'il y a... Le premier se repose trop sur les connaissances que les gens ont de ça en général, du bouquin de Stephen King, du téléfilm qui était déjà sorti, et du coup il y a plein d'éléments et d'informations qui sont pas dans le film final, et que le film final est très bordélique, qu'il a du mal à coller vraiment sur ces trucs, mais c'est vrai que le film était sympa. Là il faudra voir ce que vaut cette suite, qui j'espère sera un peu plus axée sur l'horreur et un peu plus effrayante et angoissante et pertinente, etc. Parce que là, cette fois-ci, on n'aura que les adultes et j'espère qu'ils vont quand même être confrontés à des trucs un peu plus sympas qu'un clown qui balance des ballons dans une librairie ou un truc dans ce genre-là, quoi. Le 9 octobre sort ce projet que je ne comprends pas, le film Joker, avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal, et qui ne fait pas partie du DCEU. C'est bizarre, et c'est bizarre parce qu'on se concentre sur le Joker, donc on se dit, est-ce qu'il y aura quand même Batman dans le coin, et vous avez quand même une trilogie Batman qui est en préparation, et apparemment la trilogie Batman n'est ni liée au DCEU, ni liée au film Joker. Donc c'est particulier. Le truc, c'est que je suis quand même assez partant pour cette idée, parce qu'en fait j'en ai ras le cul d'avoir que des univers étendus partout, et que des films où il faut avoir vu les 17 précédents pour voir celui d'avant. C'est pas mal finalement qu'ils se disent, bah, c'est pas parce qu'on a une licence avec un univers étendu que tous les films qu'on doit faire doivent faire partie de l'univers étendu. On peut aussi juste décider de faire un film avec une idée qui nous intéresse, mais qui, comme elle ne s'intègre pas dans l'univers étendu, peut être traitée juste là dans un film particulier. Donc le film Joker en lui-même m'intéresse pas, mais l'idée de faire des films qui ne sont pas dans l'univers étendu forcément, ça pour le coup c'est quelque chose que je trouve assez intéressant et plutôt pertinent, et j'espère qu'ils pourront l'explorer un petit peu. J'espère, cela dit, que ça va pas détruire encore plus le DCEU de faire des films hors univers étendu qui marcheraient peut-être mieux. Mais peut-être moins bien aussi. Le même jour, il y a un autre film qui me paraît un peu bizarre, mais qui a l'air quand même un petit peu intéressant, un peu comme Ad Astra. Ça s'appelle Jiminy Man, c'est réalisé par Ang Lee, il y a Will Smith dans le rôle principal, et l'histoire c'est que c'est un assassin qui apparemment est en train de vieillir, et qui se retrouve confronté à son clone, qui lui est plus jeune que lui. Je sais pas dans quel genre d'univers ça se passe, mais le résumé a l'air plutôt intéressant, et Ang Lee à la réalisation, je trouve ça plutôt intéressant, donc on verra bien ce que ça va donner, ça peut être plutôt pas mal. Le 16 octobre sortira Angry Birds 2, parce que Angry Birds 1 a tellement bien marché qu'il faut une suite. Je sais pas, mais j'avais bien aimé Angry Birds, cela dit, donc j'ai envie de savoir ce que ça va donner. Le 30 octobre, il y a un film, Charlie's Angel, qui va sortir, Charlie, ce drôle de dame, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est réalisé par une femme, ce qui est plutôt cool, et cette femme, c'est pas n'importe qui, et en fait, je viens de découvrir avec ça qu'elle réalise, c'est Elizabeth Banks. Et en fait, elle réalise des films, mais depuis un bon bout de temps, Elizabeth Banks, je la connais que comme actrice, mais elle fait des films depuis longtemps, et en fait, il y a un de ses films que je connais, qui est dans Movie 43, My Movie Project. J'ai fait un pourquoi j'ai un réalisateur dessus, et apparemment je l'ai mal fait parce que j'ai pas remarqué que sur certains courts-métrages très précis, et ben c'est pas les mêmes réalisateurs que sur les autres. Et elle a notamment réalisé un de ceux que j'aime le plus, je sais même plus comment il s'appelle, c'est celui où c'est Chloé Grace Moretz qui a ses premières règles pour la première fois de sa vie dans le pire environnement qui soit, c'est-à-dire uniquement avec des mecs totalement débiles. C'était un des meilleurs courts-métrages de ce truc, c'était un des plus drôles et qui m'a le plus fait marrer. Et du coup, j'ai envie de voir ce qu'elle donne en tant que réalisatrice, et peut-être que son Charlie's Angel sera vachement intéressant. Et je pense que ce sera une réalisatrice à suivre, a priori. Si ces films-là peuvent marcher, je pense que c'est une nana qui peut devenir une réalisatrice de films Marvel, par exemple, ou un truc dans ce genre-là, je pense. Le 6 novembre, alors deux suites, l'une que j'ai pas du tout envie de voir, et l'une qui m'intrigue beaucoup. La première suite, c'est Kingsman 3. Vous savez ce que je pense de cette saga. Cela dit, je trouvais que le deuxième était plus intéressant parce qu'il était totalement débile et incohérent, là où le premier film était à moitié entre les deux et c'est ça qui me dérangeait. Le deuxième, au moins, il était constant dans sa connerie, donc tant qu'à faire. Je sais pas du coup ce que va valoir le 3, mais je pense que je vais avoir du mal à l'apprécier, si on reste dans la même idée. Et il y aura également la suite de Zombieland. Enfin, le film suite de Zombieland, Zombieland 2, réalisé par le réalisateur du premier film, qui va donc nous apporter, parce que je crois qu'il a jamais réussi à la faire, sa série au final. Il a réussi à faire une série Zombieland, je me rappelle plus. Dites-moi dans les commentaires s'il a réussi à faire une série Zombieland. Mais je crois qu'il a jamais réussi à la faire, donc là il va nous faire une suite. Comme il a attendu vachement longtemps, peut-être que c'est pour mettre des super bonnes idées et que le film va être génial. On va voir. Le 13 novembre sort Terminator 6, qui je crois s'appellera soit Terminator tout court, pour pas faire un doublon avec le premier film qui s'appelle The Terminator, mais je crois même qu'ils veulent l'appeler The Terminator, comme le premier film. Un peu comme Halloween, quoi. Tu fais une suite à Halloween 1 et tu l'appelles Halloween tout court. Bah c'est bien, c'est pratique pour se retrouver. Pour l'instant, on va l'appeler Terminator 6.
Le film m'intrigue et ça a l'air plutôt intéressant. Ce qui est très drôle, c'est que James Cameron maintenant te dit que tous les films qui ont été faits avant c'était de la merde, alors qu'il y a peu de temps il est encore en train de te dire que Genesis c'était le meilleur qui ait jamais été fait. Donc ne croyez jamais les gens qui lisent des choses pendant la promo d'un film. La promo d'un film, c'est le passage le moins honnête pour parler d'un film. Ne retenez jamais ce que les gens disent à ce moment-là. Des fois, quand il n'y a pas des trucs monstrueux à vendre, les gens sont un peu honnêtes, mais grosso modo non. Le truc qui me surprend avec ce Terminator 6, c'est que je voudrais qu'on m'explique pourquoi systématiquement, quand on veut donner le pouvoir aux femmes dans une saga qui jusque-là avait beaucoup d'hommes, on bute tous les hommes. Cette saga, pour l'instant, s'annonce avoir Sarah Connor qui revient dans son rôle, Linda Hamilton qui revient dans le rôle de Sarah Connor. Je suis ravi, c'était l'une des meilleures héroïnes d'action du cinéma hollywoodien qui ait jamais existé avec Ellen Ripley. Le truc, c'est que elle a 2 autres nanas qui sont avec elle, aucune d'entre elles n'est connue dans le scénario jusque-là, et aucune d'entre elles n'est John Connor, qui n'est pas annoncé pour l'instant au casting du film. Est-ce qu'ils vont être en train de nous vendre qu'en fait, John Connor, il fallait pas le garder, que c'est ça qui fout la merde depuis le début, et qu'en fait, il fallait le buter et avoir une fille, parce qu'une fille, ce serait beaucoup mieux, et là, on allait gagner la guerre contre les machines. Je sais pas exactement ce qu'ils vont nous sortir, mais je pense que ça va m'énerver, si c'est vraiment dans ce domaine-là. Pour l'instant, il n'y a pas la tête d'une kékette dans ce film, dans ce casting, et pour une saga qui a toujours tourné autour de Schwarzenegger, bon, il y a sa kékette à lui, mais c'est une kékette en plastique, c'est pas un vrai personnage, donc pour une saga qui a toujours tourné autour des mecs avec Kyle Reese et avec John Connor, si maintenant d'un seul coup il n'y a plus un seul mec important dans le scénario, il y a un moment faut se calmer quoi, c'est pas ça de faire des trucs égalitaires, et c'est pas ça de faire des trucs cool, enfin, pour les femmes je veux dire. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais pour l'instant il y a un risque que ça me fasse chier. Le 20 novembre sortira La Reine des Neiges 2. Vous voulez un commentaire sur La Reine des Neiges? J'ai pas aimé La Reine des Neiges 1, je préfère Réponse qui est là dans ma collection, mais il n'y a pas La Reine des Neiges. Je trouve que La Reine des Neiges c'est du soap, comme du soap qu'on fait à la télé, genre Dallas, c'est des espèces de grands drames ridicules et des histoires qui sont pas très intéressantes, et je trouve que c'est surjoué et que ça va à fond la caisse dans tous les domaines et que c'est pas intéressant du tout du coup. Le 4 décembre, plusieurs films intéressants qui vont sortir. D'abord, J'accuse, le film sur l'affaire Dreyfus, réalisé par Roman Polanski, donc un gros sujet, quoi, déjà le sujet du film, et en plus réalisé par Roman Polanski, c'est un film qui va être plutôt guetté au tournant, et qui a les moyens d'être plutôt intéressant, je pense. Il y a également un film d'animation sur la famille Addams. Ils essayent enfin de réactiver la licence Famille Addams récemment, et donc avec un film d'animation qui peut être pas mal, mais je ne sais rien du tout, pour l'instant on n'a pas vu une trace d'écriture ni quoi que ce soit. Et nous aurons aussi le 4 décembre, Le meilleur reste à venir, qui sera le nouveau film écrit et réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui sont 2 des meilleurs auteurs-réalisateurs français, qui avaient fait Le Prénom ensemble, et Mathieu Delaporte seul, avec Alexandre de la Patelière à l'écriture, avait fait Un illustre inconnu que j'avais beaucoup aimé, qui est un des films français que j'avais adoré quand il était sorti. Ce sont parmi les meilleurs cinéastes qu'il y a en France actuellement, et du coup je suis assez curieux de voir ce que va donner leur film, et quel sera le sujet du coup. Le 18 décembre, marche ou crève pour la saga Star Wars, avec la sortie de l'épisode 9, qui soit sera l'arrêt définitif de la licence Star Wars, avec un gadin monstrueux, soit sera un regain d'espoir pour la licence, en tout cas, et pour les spectateurs ce sera à voir selon la qualité du scénario. Je sais pas ce que J.J. Abrams va nous faire pour la fin. J'avais fait une vidéo en principe pour essayer d'élaborer sur ce que je pensais qu'allait être l'épisode 9, et au final je pense que c'est quand même très compliqué à essayer de prévoir, et pas forcément très utile d'ailleurs. J'espère juste que ça va être intéressant, j'espère qu'on aura enfin des combats au sabre laser qui ressemblent à quelque chose, et avec des Jedi qui savent à la fois utiliser un sabre laser et des pouvoirs de Jedi, comme ils l'ont toujours fait jusque-là, et que ce sera pertinent et intéressant, que ça arrivera à se mélanger au reste du truc. Le problème c'est que vraiment avec Star Wars 8, je sais pas comment t'arrives à faire un truc cohérent. On verra bien. Le même jour sortira He-Man and the Masters of the Universe. Comment il s'appelait déjà en français? Musclor, c'est ça? C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Donc voilà, une adaptation live action de la saga He-Man. Je sais pas ce que ça vaudra. Probablement que Benzaï sera devant la salle 6 semaines avant la sortie du truc, tellement il adore ce truc. Mais voilà. Et peut-être qu'il sera également en salle le 25 décembre pour la sortie de Sonic the Hedgehog, le film. Sonic le Hérisson, le film. Je sais pas ce que ça peut valoir comme truc. Y a pas un film Mario aussi qui devait sortir en principe, un film d'animation Mario qui était prévu.
Je sais pas ce que ça peut donner un film Sonic, je me suis surtout beaucoup marré à voir les réactions des gens quand il y a le design qui a été annoncé. Bref, voilà ce que j'ai noté pour l'année à venir. Dites-moi s'il y en a qui vous intéressent dans les commentaires, que j'ai donné dans ma liste ou que je n'ai pas donné. S'il y a vous des films que vous attendez en particulier, mettez-les aussi dans les commentaires pour créer de l'attente chez certaines personnes. Et j'espère que j'arriverai à faire tous ces vlogs en temps et en heure, si je fais des vlogs sur tous, mais ceux sur lesquels je les fais, en tout cas j'espère que j'arriverai à les faire en temps et en heure, et que ça annoncera une belle année cinématographique pour 2019. Merci beaucoup à tous et toutes de m'avoir suivi à nouveau pour ces vidéos de Nouvel An. J'espère que cette nouvelle année sera passionnante pour vous et que j'arriverai à être productif. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.